Aujourd'hui, je reçois Maël, qui est Head of Content. Son job, c'est littéralement de transformer des idées en système de contenu qui génère de la croissance. On va essayer d'extraire un maximum de valeur. C'est bien de faire du volume quand tu es sûr que ton offre, elle répond à une vraie problématique et qu'elle est fonctionnelle. Si donc tu délivres pas, le mec n'arrive pas à la promesse que tu lui as formulée dans ton appel de vente ou du moins dans la phase de paiement, désolé, t'es un scammer. L'objectif, ça va être d'avoir un épisode assez concis avec le maximum de business et le maximum aussi de sa vision. Maël, je commence directement dans un cas concret. Si aujourd'hui, tu arrivais dans une boîte et qu'on te disait qu'il voulait faire du contenu, concrètement, qu'est-ce que tu regarderais en premier? Déjà, il faut voir le business, le positionnement, quel est son système de croyance. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte. Quel est le persona? Quel est le positionnement, l'angle marketing? Sans toutes ces infos, forcément, tu peux pas te positionner et créer du contenu qui est réellement cohérent avec ce que veut le persona, l'acheteur potentiel. Donc, je dirais qu'en première partie, ouais, il faut analyser toutes ces infos stratégiques. Ensuite, tu peux justement donc créer une stratégie de contenu, mettre en place un plan, un process. Et là, tu peux aller faire de la veille, trouver les bons formats, le bon angle. Mais au début, ouais, il faut s'intéresser forcément à ce qu'est vraiment le business et à qui il s'adresse, quoi. Yes. Dans ce cas-là, lorsque tu arrives dans des boîtes qui sont un peu floues, en général, tu sais, sur les chiffres ou sur les process en interne, quelles sont les erreurs que la plupart des gens font au niveau du contenu avant de le lancer? En fait, en général, les boîtes qui font du contenu mais qui ne savent pas vraiment dans quelle direction elles vont, elles reproduisent. Voilà, elles ont vu qu'il fallait faire du format podcast, elles envoient le dirigeant ou du moins l'image, enfin la personne qui représente l'image de la boîte dans un podcast, ils vont en extraire des extraits, enfin ils vont faire du reels comme ça, ils vont poser une caméra dans le bureau, ils vont faire parler le mec, ou alors ils vont tout simplement copier-coller des formats qui peuvent se voir aux US. Maintenant, il y a pas de stratégie, il y a pas de fond, on sait pas s'il y a une cohérence avec ce que le business doit renvoyer. Donc, ouais, en général, c'est plutôt le fait d'essayer avant de comprendre si c'est pertinent. Voilà l'erreur qu'on peut voir le plus souvent. Dans ce cas-là, toi, concrètement, qu'est-ce que tu préconiserais, du coup, pour une boîte qui veut faire du contenu? Ce serait quoi ton process pour mettre en place une vraie stratégie avec un fond, avec des process, avec une cohérence? Ouais, quelque chose qui tient la route. C'est ça. Ce que je fais avec mes clients et qui peut se répliquer si je ne suis pas là, c'est vraiment la phase d'onboarding. C'est vraiment la partie où je passe le plus de temps avec des questionnaires qui sont ultra longs. C'est un peu la partie chiante pour mes clients, mais vraiment, on va s'attarder sur, comme je l'ai dit, le business. Il faut on puisse choper toutes les informations, tous les tenants et les aboutissants. Et il faut surtout que je puisse, moi, personnellement, connaître par cœur le business de mon client. Tout à l'heure, on a vu Wallace. Wallace, je connais son business comme si c'était le mien, tu vois. Et donc, on va se pencher sur l'onboarding pour justement extraire toutes les informations nécessaires. Quand je ne suis pas là, si une personne là veut lancer du contenu et veut à tout prix mettre du cadre, il faut vraiment qu'elle se concentre sur OK, je vais tout reprendre point par point. Quel est mon ennemi commun, mon persona, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il faut montrer, quel angle marketing, il faut tout poser à plat. Une fois que tu as tout posé à plat, tu peux aller faire de la veille concurrentielle, tu peux aller enfin lancer une stratégie, tu peux passer à l'application. Tu peux envisager de créer quelque chose qui sera cohérent parce que tu auras réfléchi à la cohérence, tout simplement. J'ai une question, du coup, par rapport à tout ça. C'est que même si de prime abord, là, on a l'impression que peut-être tu fais ça depuis toujours, avant d'être Head of Content, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu avais un business? Est-ce que tu étais en cours? Ouais, moi j'ai 19 ans, donc terminale générale, classique, rien de fou. Pas de temps de business, je regardais juste les vidéos de Louis Esquier, qui fait des vidéos un peu... il faisait pas... Enfin, tu sais, il abordait les sujets où... Enfin, il insistait sur le fait qu'il faut avoir une liberté financière et être le moins dépendant possible des États. C'était un peu ce qu'il disait, et moi, je me disais, putain, il a raison. Vas-y, on va faire de l'entrepreneuriat. Ensuite, donc, au début de mes 17 ans, je rentre en BTS communication, en alternance. Je rentre dans une boîte en tant que community manager. Et tu sais, toujours force de proposition, j'essayais de tester des trucs. Moi, je voulais être youtubeur, tu sais, le truc un peu des enfants. Et donc, je me dis, vas-y, après 3-4 mois, 14 janvier 2024, je me dis, je lance mon contenu. J'avais vite fait tester des vidéos sur le compte de la boîte. C'était horrible. Je veux les enterrer très profond parce que vraiment, c'est pas beau à voir. Mais vas-y, je me dis, je vais créer mon compte sur les jeux vidéo. Et je crée mon compte sur les jeux vidéo, je parle un peu des nouveautés, des sorties, quel jeu est un scam, quel jeu... Voilà, je m'amuse à faire ça. Et en vrai, très très vite, j'ai voulu comprendre comment une vidéo devenait virale, comment ça marche l'algorithme. Parce que c'est encore la prison des 300 vues, c'est que de la chance. Moi je dis c'est pas que de la chance, c'est une entreprise, elle a forcément des métriques, elle contrôle ce qu'elle diffuse. Donc c'est pas que de la chance. Et donc je me suis renseigné, j'ai pu découvrir le taux de rétention, le taux d'engagement, le hook visuel, sonore, verbal, textuel. Vraiment, j'ai chopé toutes les datas et maintenant je n'avais plus qu'un seul but, c'était aller chercher la viralité sur mes vidéos. Et putain de parler de jeux vidéo. Donc j'ai continué, j'ai fait ça pendant un certain temps. Ensuite,
j'en ai eu marre des jeux vidéo parce que je m'enfonçais dans l'entrepreneuriat en parallèle, je tentais des trucs qui marchaient pas, mais c'était plus tellement les valeurs que je souhaitais avoir. J'essayais d'être discipliné, d'évoluer. Hmm. En même temps, je m'envoyais sur Valorant, c'est pas, c'est pas crédible, tu vois. Donc j'ai complètement coupé les jeux vidéo. Et ensuite, j'ai parlé de moi. Il y a aussi l'arc retard de croissance où je faisais un peu du divertissement de manière générale. Et là, le fait d'avoir appliqué les process que j'avais appris pour être viral sur une niche et le mettre sur un sujet aussi large, aussi mainstream qu'une différence physique, je parlais de mon retard de croissance, donc 2 millions de vues, 3 millions de vues, 2 millions de vues, 1 million de vues. Il y a France 2 qui m'appelle, Pluriel, Melty, Doctissimo, il y a Légende plus récemment. Et là, ça avait vraiment pris une énorme ampleur. C'était trop bien. C'est trop bien à vivre. Mais au bout de 3 mois, bah en fait, moi, je suis entrepreneur, tu vois. J'ai pas envie de faire le clown à dire, ouais, les gars, je suis plus jeune que mon âge. Donc, je me retrouve dans une impasse et je repose à plat tout. Voilà, je me dis, ok, j'en suis où? Est-ce que je veux aller? Je fais une pause et enfin, je décide de faire un tournant et de faire de la création de contenu mon business. Parce qu'avant, je faisais la création de contenu comme un bonus, comme une passion. Et j'essayais de lancer des trucs à droite à gauche qui n'ont rien à voir. Autant centraliser sur ma meilleure compétence et j'en suis là aujourd'hui, un an après, à être head of content. Voilà, tout simplement. C'était long. Non, mais c'est hyper intéressant. J'ai envie de faire une petite parenthèse sur ce que tu as dit sur la fin, où tu as commencé à créer du contenu par rapport à ton retard de croissance, etc. Est-ce que pendant cette période-là, tu vendais quelque chose ou c'était vraiment juste le fait de partir viral sur ce sujet-là et essayer d'un petit peu permettre à des personnes peut-être qui pourraient se reconnaître en toi de voir ton contenu? En fait, je vendais pas à proprement. Enfin, je ne vendais pas de produits qui étaient vraiment liés au retard de croissance. Par contre, j'avais toujours cette notion de monétisation de l'audience. Donc, je faisais des lives sur Twitch. Enfin, voilà, c'est cool. Je faisais de la redirection sur la communauté la plus fidèle. C'était cool. Il y avait aussi un peu de clip farm, des trucs marrants. J'essayais un peu. Quand même, en vrai, premier mois sur Twitch, 600 € de sub. Tu vois, C'est enfin, pas moi, mal. Ah ouais. c'est cool de ouf. Surtout que je sais que sur Twitch, c'est quand même vachement compliqué d'avoir de la récurrence. Et ouais, j'ai fait ça que 2 mois. Toujours pour le même point. Parce qu'en fait, je repenchais vers les jeux vidéo avec Twitch alors que j'avais complètement cut et que c'était pas mon objectif. Il y avait aussi un autre point, c'est que pendant cette période, j'avais une communauté de détraqués. J'ai eu énormément de pédophiles, c'est ce que j'ai dit sur plein de médias. Mais en Ah fait, ouais. bah ouais, retard de croissance. Donc je suis majeur, mais je fais physiquement un enfant de 11-12 ans. Donc bon, là, j'ai quand même grandi en un an. Et donc je me tapais les fous d'Internet qui essayaient de me gérer parce que je suis légal, techniquement. Donc c'était horrible. Et donc ouais, j'ai vite coupé, juste parce que pendant que je faisais des lives sur Twitch, il y a un mineur qui me suivait, qui avait 16 ans. Et un mec de 34 ans lui a demandé des nudes sur Discord, tu vois. Et là, j'ai fait, on va se focus sur le Ah business ouais. avec des gens qualifiés. On va arrêter de faire le clown sur Internet parce qu'en plus, t'as pas la maîtrise. Enfin, le mec, c'est une folie. Enfin, j'ai dit, vas-y, on va se focus sur le business parce que Twitch, voilà. Ah ouais, incroyable. Et ça arrivait souvent, ce genre de cas-là? Ah, mais j'avais vraiment beaucoup. Mais encore aujourd'hui, hein, je bloque en vrai 10-20 personnes par semaine parce que c'est des pédos. Hein. Et pourtant, je parle aujourd'hui, je fais même plus de viralité. Je suis tellement focus sur mes clients que je n'ai même plus le temps de faire du tofu, d'aller chercher les 50-100 000 vues, de faire du storytelling. Non, je fais des tests, j'envoie du format extrait de call, je parle vite fait à ma caméra, des fois je prends mon tel, j'ai une idée, je l'envoie. C'est du contenu ultra niche. Et pourtant, j'ai encore des détraqués d'internet, quoi. C'est incroyable. Pour revenir du coup à la partie content, aujourd'hui concrètement, après avoir passé tout ça et aujourd'hui être devenu head of content, comment tu pourrais nous parler de ton rôle, en quoi ça consiste pour ceux qui ne savent pas et qu'est-ce que tu fais concrètement lorsque tu t'associes dans des boîtes ou que tu as des clients? Ok. Très clair. Le Head of Content, il est là pour enlever la charge mentale d'un des systèmes d'acquisition les plus utilisés dans la niche de l'infoprenariat ou de l'entrepreneuriat en ligne actuellement. De toute façon, en plus, l'organique, c'est gratuit. C'est ce format vertical, c'est ces reels, c'est sa création de contenu sur Instagram et les autres plateformes. Le Head of Content, il arrive dans ton business, il apprend à le connaître et te dit, OK, maintenant, tu n'as plus besoin de réfléchir à écrire, tourner, enfin si tourner forcément, sauf quand l'IA arrivera, mais monter les vidéos, trouver les monteurs, gérer les équipes, poster. Non, le Head of Content, il arrive et chaque semaine, il t'envoie quoi faire. Tu vois, on fait un bilan, OK, on a eu la phase d'onboarding, je sais dans quelle direction je vais t'envoyer. Bah, écoute, cette semaine, tu vas me tourner tous ces formats-là. Il m'envoie les formats, on les monte, on les publie, on analyse les KPI. Ah bah là, ouais, ça prend pas, tu vois. C'est bien, on a testé, ça n'a pas pris, OK, on va faire autre chose, un autre format. Et c'est comme ça qu'après tu évolues jusqu'à trouver vraiment les formats winners, ce qui est vraiment fonctionnel et ce qui va ramener des leads et de la visibilité à l'entreprise. Mais c'est ça l'idée, ouais, c'est d'enlever une charge mentale, de déléguer. En fait, l'entrepreneur délègue et de lui garantir de meilleurs résultats que si lui, il s'était penché dedans, parce que c'est mon domaine, tout simplement. Si je reformule un peu ce que tu as dit, donc le head of content, c'est un peu la personne à qui on va déléguer la stratégie de contenu et on va se retirer ce poids-là
pour laisser un expert faire finalement. Ouais, c'est complètement ça, ouais. Qu'est-ce qui différencie un bon head of content d'un mauvais son, toi? S'il a des résultats, peut-être aussi l'expérience personnelle. Enfin non, c'est pas un bon exemple parce que je connais de très bons head of content qui font pas de contenu. Moi, c'est vrai que j'ai beaucoup expérimenté sur moi avant de le faire chez mes clients. Un bon head of, bah, de toute façon, tu le vois, hein, si déjà, tu vois, au niveau des process, c'est flou, c'est bizarre, c'est pas bon, si t'as aucun résultat, ou alors plus traître, t'as des résultats de visibilité, parce que le mec, tu fais faire de contenu viral, mais ça n'a aucune logique stratégique. En fait, c'est le truc de, ouais, bah, vas-y, on va te faire un format réaction, par exemple. Le mec, il fait son format réaction, ouais, c'est cool, bravo, t'as eu 10 000 vues. Mais c'est une cible de PDG de 50 ans, ou, enfin, tu vois, faut créer de la cohérence. Un bon head of content, tu le vois dans les statistiques, tu le vois dans la gestion des prestataires, tu le vois dans le professionnalisme, tu le vois comme toute personne que tu payes, hein, c'est un ensemble de facteurs qui permettent de déterminer ça, quoi. Mais c'est ça, parce que je trouve que sur le contenu, tu as un peu ce truc qui est un peu traite de une personne à qui tu factures quelque chose, ou par exemple, si je m'associe avec un head of content, il peut me permettre de faire de la viralité, mais au final, ça va pas changer grand-chose sur mon chiffre d'affaires. Et on peut quand même se dire qu'il est bon, alors qu'au final, En ça n'a fait, pas été ouais, cohérent. la création de contenu, c'est blindé de vanity metrics. C'est Exactement. ça, c'est que t'as les vues, t'as les abonnés, t'as les likes, c'est cool, mais en vrai, c'est l'entonnoir global qu'il faut regarder. C'est bien de faire des vues, c'est nécessaire. Sur certains types de contenus, sur ce qu'on appelle le tofu, c'est bien de créer du contenu à fort engagement qui va générer des abonnés, c'est bien de faire du contenu qui génère des leads, mais il faut un ensemble, il faut quelque chose d'équilibré, de fonctionnel. Effectivement, si le mec il fait danser à Châtelet, c'est cool, tu vas faire 1 million de vues déjà, toi, mais tu vas pas vendre. C'est vrai. Sur la partie content, il y a aussi souvent, tu me diras ce que tu en penses, une opposition avec le growth. Tu sais, on met souvent en opposition le contenu et la croissance. Toi, comment tu te positionnes là-dessus? Ça dépend de l'objectif de mon client. Si mon client, il a genre les meilleurs canaux d'acquisition du monde, qui fait une thune pas possible, que de toute façon, il peut même pas accueillir plus, et qui veut juste augmenter sa visibilité personnelle, bah là, on va pas forcément se concentrer sur la partie croissance au niveau du CA, du nombre de clients, etc. On va essayer de se focus principalement sur donc sa visibilité, sa preuve sociale interne, faire de lui une référence dans son domaine. Si le mec, par contre, il veut lancer un canal d'acquisition ou l'optimiser, faire en sorte que ça soit performant, là, je te rejoins, il faut faire de la croissance, il faut justement aller traquer les métriques, il faut aller générer du CA, hein, tout simplement. Hein. Donc, selon toi, si je suis aujourd'hui entrepreneur et que je veux faire du content, c'est pas forcément pertinent, de ce que je comprends là. C'est pas pertinent dans tous les cas, en tout cas. C'est un canal d'acquisition comme un autre. L'avantage, c'est que c'est gratuit et que tu peux toucher beaucoup de monde. Après, honnêtement, tu peux faire du contenu pendant 2 ans et demi, ne pas faire un client parce que c'est pas optimisé. Genre, c'est une vraie compétence. Tu peux faire du call de DM, ça dépend aussi de ta cible, hein. Tu sais, je sais pas, si tu fais des sites internet pour les piscinistes, oui, peut-être que le cold call, ça va être plus fonctionnel, peut-être que les ads, parce que moi, je peux mettre en place du retargeting, des trucs comme ça, mais je reste sur de l'organique majoritairement. Ça dépend aussi de ton client, hein. Je dis pas que c'est mauvais. Dans tous les cas, la création de contenu apporte une visibilité et apporte quelque chose que des canaux d'acquisition traditionnels ne vont pas apporter. Maintenant, il faut voir le temps que tu as à disposition, ton budget, avec lequel, un gros point à citer, voir aussi avec avec le canal d'acquisition que tu préfères, avec lequel tu es plus à l'aise. Si tu as une phobie du cold call, que c'est un truc que tu n'aimes pas, que tu n'es pas à l'aise et que ça demande un effort à mort de ton côté, va pas faire 100 cold call par jour. Essaye de trouver un truc où peut-être tu seras plus dans ta zone de génie et faire quelque chose que tu apprécies. Que le business, faut arrêter de le robotiser, de faire comprendre que les entrepreneurs sont des machines. Non, il y a un humain et l'humain a ses propres modes de fonctionnement, il faut le prendre en compte. Ok. Mais j'ai envie de continuer sur ça. Donc, tu es plus partisan du essayer d'avoir un équilibre sur les choses qu'on maîtrise ou qu'on aime faire plutôt que aller vers ce qu'on a l'impression qui marche bien. Complètement. Je vais jamais te dire d'envoyer 200 DM par jour et t'es qu'une merde si tu le fais pas, comme beaucoup le font sur le marché. D'un autre côté, oui, il y a cette histoire de discipline, de tout ce que tu peux entendre, mais si le mec, il a pas, s'il n'arrive pas à visualiser son objectif final, il n'arrivera jamais à être discipliné pour faire les actions chiantes. Si le mec déteste profondément faire du cold call, tu ne pourras pas sur la longueur le forcer à faire du cold call. Au bout d'un moment, le mec, il va faire le burn-out de l'entrepreneur, il va avoir un blocage, il va plus pouvoir. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à appliquer des modes de fonctionnement qui ne sont pas les siens. Il faut aussi prendre ça en compte. L'avantage du head of content, c'est que le mec n'a rien à gérer à part tourner ses vidéos, et encore, tu vois, là, avec voilà, j'étais là pour le conseiller. Donc,
ça dépend. Il faut s'adapter à son client. Puis il y a aussi certains formats dans le cadre de mon métier qui vont être préférables pour, au-delà du business, pour certains types de personnes, alors que d'autres formats vont être un calvaire. Donc, il faut vraiment prendre l'humain en compte et arrêter de dire ouais, vas-y, tu fais pas 200 DM par jour, t'es nul. T'es nul. Mais ça, c'est comme tu le disais, quelque chose qu'on entend souvent. Tout le temps. Que ce soit sur le contenu ou même autre. Mais oui, fais 50 vidéos par jour. Vas-y, fais 50 vidéos. Mais frérot, si le mec il est pas à l'aise avec ça, qui déteste, que ça le met dans une zone d'inconfort et que ça se trouve il est ultra fort en cold call, go. Et ça se trouve le mec il va t'envoyer 50 vidéos parce qu'il a vu son influenceur préféré lui dire de faire ça. Et du coup il délivre même pas ses clients parce qu'il est focus sur l'acquisition alors qu'il a même pas la garantie d'emmener son client à réussite. Donc il faut arrêter de. C'est bien de faire du volume quand tu es sûr que ton offre elle répond à une vraie problématique et qu'elle est fonctionnelle. Et il faut faire du volume sur ce que t'aimes aussi. On en parlait un petit peu avant avec Wallace, le côté délivrabilité. Selon toi, il prend quelle importance si tu devais un peu le ranker? Si j'imite un peu Wallace, il va dire on va être nul en maths, on va faire en sorte que 1 + 1 = 3. Un client, forcément ça doit être une recommandation, forcément ça doit être un upsell et forcément ça doit être un témoignage. En fait, la délivrabilité, c'est ta priorité numéro 1. Si tu fais de l'acquisition en boucle, mais que derrière tu délivres pas, et attention, il faut faire la différence entre taux de réussite et taux de satisfaction. Si donc tu délivres pas, le mec n'arrive pas à la promesse que tu lui as formulée dans ton appel de vente ou du moins dans la phase de paiement, désolé, t'es un scammer. Enfin, sauf s'il y a vraiment eu, ça arrive, il y a plein de raisons, ça peut arriver de fou. Ça, tu t'es pas entendu avec le client n'écoute pas les conseils que tu vas lui donner. Le 100% de réussite n'existe pas. Mais genre, si tu es juste là pour faire rentrer du monde et que derrière tu délivres de manière standardisée, on reprend le concept de l'humain. L'humain n'est pas une machine. Donc, si tu fais un coaching de groupe avec des vidéos, que tu standardises à mort, que tu mets des CSM, etc., c'est cool pour scale, pour toi, pour ton enrichissement perso. Mais il y a des mecs qui vont pas se reconnaître dans ce mode de fonctionnement et qui vont se faire close, alors que c'est pas ça leur correspond pas, c'est pas ce qui va leur permettre d'aller chercher ce qu'ils ont besoin d'aller chercher. Donc quand tu as une délivrabilité qui est énorme, que tu es sûr d'emmener un résultat, que tu as une transformation qui est dingue, tu garantis l'upsell. Donc en plus, il reste dans ton système, tu augmentes ta LTV, t'as pas besoin de bombarder tes 40 vidéos par jour, parce qu'un client, tu le gardes sur la longueur. Ouais. Ça te fait une recommandation parce que le mec, tu lui promets 10 000 euros par mois alors qu'il en faisait 2 000, il arrive à 10 000, il est comme un dingue, il va parler de toi à tout le monde. Mec, je te jure, il est trop fort, il m'en a 10 par mois, c'est génial. Et forcément, il va te faire un témoignage parce que il sera comme un dingue. Et donc derrière, il va gagner en confiance, il va te recommander. Et même toi, finalement, tu seras satisfait de ton travail vis-à-vis de lui. Exact. Donc, selon toi, si on continue sur ça, un formateur ou une personne qui a un accompagnement, est-ce qu'il devrait à un moment stopper les entrées pour pouvoir se concentrer quand même sur la délivrabilité, ou est-ce qu'il pourrait continuer à augmenter le nombre de personnes qui rentrent en sachant que ça va diluer un petit peu les résultats de ses clients? Il faut voir la situation dans laquelle il est, parce que très souvent aussi, il y a l'engrenage dans lequel tu te mets. Quand tu bombardes l'acquisition, que tu fais beaucoup d'entrées, que tu délivres pas et qu'il n'y a pas de LTV, donc que le mec à la fin du coaching sorte de ton écosystème, tu es dans l'engrenage de putain, je dois payer mes CSF, j'ai mes frais d'acquisition, j'ai mes trucs, et il faut que ça continue. C'est compliqué, surtout que la personne, des fois, c'est compliqué d'entendre quand elle fait genre 50K par mois qu'il faut tout changer pour repasser peut-être à 20 pendant 2 mois et aller chercher les 100. Donc, ça dépend. Après, je pense que si on doit être rationnel 2 minutes, si tu as genre 10, 20, 30% de réussite client et que tu n'as un écosystème qui est mal construit et que tu es vraiment dépendant d'une acquisition forcée, pose-toi 2 minutes. Pas besoin de 36 mois. Hein. 1 mois, même moins, peut suffire. Détermine juste un protocole de réussite. Détermine un peu la méthode magique pour être sûr que ton client ait des résultats. Et une fois que c'est fait, dans ces cas-là, tu peux réouvrir les vannes, mais de manière plus contrôlée. Tu prends un mec, tu l'emmènes un résultat, tu l'upsell, il te recommande, tu as des clients qui arrivent. Ouais, je dirais que c'est peut-être nécessaire à un moment dans le process quand même. Parce que je sais pas toi, mais moi j'ai vu très peu de formateurs réussir sur la durée à avoir un accompagnement, une formation qui marche en acquisition et qui marche en rétention. Donc sur les 2 pôles qui arrivent quand même à rentrer beaucoup de personnes et à les garder sur le long terme. C'est parce qu'ils font de l'acquisition avant de faire de la rétention. Tu fais de l'acquisition quand tu sais que ton produit il est bon et qu'une fois que le mec il est dedans, il en sort plus. Je pense à Mathis Chloé, il a des upsells, tu vois. Mathis Chloé, il a déjà dit en vidéo YouTube plein de fois, à partir du moment où tu consommes mon contenu, je sais que tu vas être mon client. Parce qu'une fois que tu es son client, tu as probablement des résultats. Alors, j'ai pas toutes les métriques. Et ensuite, il y a de l'upsell. Je sais qu'il y a de l'upsell, tu vois. Focus-toi sur la rétention de ton client et sur la délivrabilité avant de faire l'acquisition. C'est ce que j'ai dit, quand tu fais l'inverse, tu fais trop d'acquisition, pas encore de rétention et d'augmentation de ta réussite,
bah t'es dans cet engrenage vicieux de ouais, mais je fais de l'argent, pourquoi je vais changer? Tes clients ils te traitent de scam. Enfin bref, c'est un cercle vicieux quoi. Hmm. Yeah. Et donc, toi, quelle est ta méthode magique, comme tu l'appelles, avec tes clients en tant qu'head of content? Bah, moi personnellement, je priorise vraiment les phases d'onboarding et les phases de test. Je suis vraiment la personne qui. Déjà, moi j'ai un gros problème avec la réussite client, c'est que j'ai l'impression que quand je suis dans une mauvaise phase et qu'on n'arrive pas à avoir directement des résultats, j'ai l'impression d'être mauvais. Et genre, je me dis, putain, je suis une merde, je suis une merde, je suis une merde. Parce que moi, je vais considérer que je fais du bon travail quand mon client a des résultats, parce que je suis pas drivé par l'argent. Tu vois, j'en veux, évidemment, tu vois, je suis pas entrepreneur non plus pour rien, mais il y a de la liberté, il y a plein de trucs. Mais c'est pas le truc, je vais jamais signer un client si je sais que je peux pas lui rendre un résultat, tu vois. Donc, moi, je fais en sorte d'être sûr de pouvoir apporter la promesse, forcément, hein, on reprend ça, la promesse que je lui ai formulée en appel de vente. Et ma mission, c'est vraiment qu'il puisse atteindre la situation que je lui ai vendue. Donc, tu auras plus ça à gérer, ça va tourner en automatique. Je te garantis, on va tester des stratégies, on va trouver ce qui marche pour toi. Et tu n'as plus tes équipes à gérer, je m'en charge. Lorsque tu reçois une personne en appel découverte, si t'en fais, est-ce que tu varies la promesse que tu vas faire en fonction du client et de sa problématique, ou est-ce que tu as vraiment une promesse qui arrive pour tous les clients et sur laquelle tu insistes? Moi, ma promesse, c'est que le mec ait une création de contenu qui tourne automatiquement. Enfin, forcément, il a le tournage, mais qu'on lui libère du temps et qu'il n'ait plus ça à gérer et forcément qu'il ait une expertise qu'il n'a pas. Je connais pas tellement l'entrepreneur. L'idée, moi, je passe quand même du temps avant de signer, tu vois, j'essaie de. Si t'as un entrepreneur et que le mec ne fait pas ce que t'appliques, bah ouais, t'auras pas de réussite. Du coup, j'essaye de promettre forcément quelque chose qui est sûr d'être atteignable. C'est l'objectif. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est que j'ai oublié ta question à force de parler, tu vois, et je sais plus du tout quoi dire. La question, c'était est-ce qu'en fonction des clients, enfin des personnes que tu vas avoir en appel. Oui, je verrai ma promesse. C'est ça. Donc non, ma promesse est stable parce que c'est ça, c'est de mettre en place un process qui est fonctionnel. Le mec ne s'occupe plus tellement de sa création de contenu, il gagne du temps. Je vais pas lui promettre de faire 50 000 € alors que je connais pas intrinsèquement son business, tu vois. Ça se trouve, en vrai, il y a tout qui va pas et moi, je me mets dans un bourbier où le mec va pas m'écouter, il y aura de l'ego ou j'en sais rien. Donc, je fais, quoi qu'il arrive, une promesse qui est applicable. Ça, c'est clair. Okay. Est-ce que dans ton mode de fonctionnement, tu ajoutes du done for you ou est-ce que tu le fais tout en... C'est que du done for you. Okay. C'est la nuance avec les of content, c'est que vraiment, à part tourner, tu ne fais rien. Même la publication, en général, sauf s'il y a un gros problème de confiance, mais j'ai les logs de mes clients sur Insta et autres plateformes, et c'est moi qui publie. C'est moi qui vraiment rend automatique la création de contenu. Parce qu'il y a l'humain, donc moi, qui gère au max, tu vois. Que ça soit de la phase d'idéation, la phase de veille, la stratégie, la delivery, tout est géré. La gestion des équipes, quand il n'y a pas d'équipe, ben, c'est nos monteurs à nous, tu vois. Mais non, vraiment, le mec, forcément que c'est du done for you. En parallèle, on lui explique aussi, moi l'idée c'est pas de faire de la rétention d'informations pour créer une dépendance chez les clients, tu vois. Donc on est toujours dans une phase de pédagogie. En tous les cas, on promet un minimum, en général un appel par semaine. Et l'idée c'est qu'il voit vraiment ce qui se passe, puis que ça évolue tranquillement dans une collaboration saine et long terme surtout. Un head of content qui vient pour 2 mois, ça sert à rien. Tu as l'impression de pas avoir le temps de mettre bah oui, non, tu peux pas. Pas cette stratégie. Ouais. Est-ce que tu trouves que c'est intéressant, imaginons que j'ai une équipe et que je veux intégrer un head of content, de l'intégrer justement à mes équipes pour gérer un peu la partie contenu? C'est des équipes de création de contenu, des monteurs, des copywriters, des copywriters, etc. Ouais. Bah, en fait, tout dépend de à quel point tu arrives à gérer. Si la création de contenu actuellement, enfin gestion des équipes, tournage, écriture, toute cette partie-là, c'est pour toi quelque chose qui est encore... voilà, que t'es pas débordé et que t'as pas l'impression du coup d'impacter directement le plus important, donc tes clients. Parce que tu as besoin de moi, à part pour l'expertise, vraiment pour la partie expertise, parce que c'est mon métier. Si tu n'arrives pas à gérer, que tu fais 70 heures semaine, que tu te rapproches du burn-out et que tout devient mauvais parce que tu as tellement de choses à gérer que tu investis ton temps partout, mais donc nulle part, ouais, là, réfléchis-y. Clairement. Si par contre tu tournes à 2-3 000 €, que tu bosses 80 heures par semaine, que tu bombardes toute l'acquisition et tout, là c'est peut-être qu'effectivement tu as un problème de money model. Retravaille peut-être ton offre et effectivement, parce que si tu stagnes vraiment à des faibles montants comme 2-3 000 € et que tu sens que tu fais trop, c'est que tu fais peut-être pas correctement. Pas que tu fais mal, mais que tu fais pas ce qui te correspond. On revient toujours sur ce schéma de l'humain. Regarde ton acquisition, regarde si elle te plaît, regarde si tu te forces, regarde ta LTV, est-ce que le mec il reste dans ton domaine ou il s'en va, analyse tout ça et
Et pour pas te mettre enfin, j'ai un peu dévié, tu vois, mais ouais, si vraiment tu sens que tu travailles trop par rapport à tes résultats, réfléchis reprends tout point par point pour voir où ça bloque, quoi. Hmm. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des clients qui vont avoir un problème, enfin un problème, un manque au niveau de la vitesse d'exécution, qui vont avoir un manque de confiance en toi, et donc que ça va ralentir un petit peu les procédures, les process. À ce moment-là, comment tu réagis? Est-ce que tu coupes avec eux? Est-ce que tu recadres? Comment tu fais? Ça dépend à quel point ça impacte mon business. Je sais qu'en ce moment, j'ai un client, c'est pas compliqué du tout, mais effectivement, l'humain est au cœur de son business et au cœur de notre relation. Je sais que le mec, c'est quelqu'un qui n'est pas une machine, et il y a des jours, il a des downs, il a des ups, et je sais que c'est un client qui fonctionne comme ça, qui est très centré sur l'humain, et je trouve ça génial. Son business est centré sur l'humain, mais donc des fois, on prend un peu plus de temps qu'avec d'autres clients parce que bah là, il n'était pas dans un mood où il allait se forcer à tourner parce que ça se serait senti que c'était pas bon, etc. Faut juste s'adapter. Après, si par contre le mec, c'est un gros problème de confiance et que tu bosses à moitié avec le mec, genre si t'es avec un client et que t'avances dans le vide ou que tu prends 4 fois plus de temps parce qu'il veut pas te faire confiance, j'ai envie de te dire pourquoi tu bosses avec moi, tu vois. Je vais pas, si moi je dois faire 6 fois plus d'efforts pour obtenir une info, peut-être les logs de son Insta, si le mec je lui dis de faire un format et qu'il en fait un autre parce qu'il pense que c'est pas le bon, ouais effectivement je vais peut-être t'arrêter de souffler, enfin tu vois, je vais me mettre dans une situation délicate où j'ai pas de résultat, ça me prend du temps, de la charge mentale pour rien. Donc ouais, dans ces cas-là, moi je veux de la collaboration long terme, donc je vais pas bosser 6 mois avec un mec qui me fait mouliner, tu vois. Hmm. Ça t'est déjà arrivé de couper Non, avec un client pour l'instant? non, ça m'est pas arrivé. Ok, bah on te le souhaite pas alors. Ouais, genre vrai, non. Ok. J'ai envie un peu de parler de ta vision, plutôt business, content ou quoi. Selon toi, aujourd'hui, est-ce que entreprendre, c'est une chose qui est faite pour tout le monde? Est-ce que tout le monde devrait essayer au moins? Comment tu te positionnes sur ça? C'est une bonne question. J'ai eu un débat avec un pote à moi hier. Hmm. Le débat est très intéressant et peut-être un peu trop profond, mais c'était est-ce qu'entreprendre vient forcément de quelque chose qui est sain? Parce que même si ça nous offre liberté, plein d'autres choses, argent potentiellement, reconnaissance, est-ce que justement ça vient peut-être pas un problème envers l'autorité, un problème d'ego à l'origine? Est-ce qu'on veut pas chercher à être plus vu, faire plus? Donc c'était un grand débat. L'entrepreneuriat, dans tous les cas, c'est un mode de fonctionnement qui nécessite d'avoir un but qui est très précis. Si tu fais de l'entrepreneuriat juste pour être riche, à mon avis, tu tiens pas sur la durée ou ça se passe pas bien, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Encore une fois, je suis dans cette idée il faut que tu aies un vrai why, que tu sois conscient de vers où tu veux aller précisément. Et une fois que ton why, que ta motivation à entreprendre est assez solide et que tu sais que c'est ce qui te plaît, ce qui te vraiment est la raison pour laquelle tu te lèves le matin, là tu verras qu'entreprendre, ça sera plus est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que non, si c'est lié à ton objectif, tu vas entreprendre naturellement. Entreprendre, faut pas non plus complexifier la notion, hein. Si tu as 16 ans et que tu vas créer un système où tu livres le petit déjeuner le matin dans ton village, tu fais de l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est faire une action, tu sais, c'est Des créations. voilà, c'est ça, c'est tenter quelque chose, c'est prendre une initiative. Je pense que ça dépend des gens. Il y en a qui n'ont pas envie, voilà, il y en a qui sont, qui ça, le fonctionnement CDI leur va, parce que c'est comme ça qu'ils sont épanouis, c'est comme ça qu'ils sont heureux. Ça dépend de ton why, de ce que tu veux vraiment et de pourquoi tu fais les choses. Mais tu vois, moi, j'ai un problème avec le why, c'est qu'on entend souvent qu'il faut trouver son pourquoi, etc. Mais concrètement, comment on le trouve? Tu sais, il faut tester pour moi pour pouvoir se rendre compte que finalement, c'est pour ça que j'ai envie de faire les choses. Ouais. Moi, par exemple, j'arrivais pas à trouver de pourquoi, mais j'ai trouvé des parce que. Je faisais les choses parce que je ne veux pas vivre telle ou telle vie. L'antivision. C'est ça. C'est un bon moteur également. Je pense que c'est un moteur qui est moins fort. Mais tu cites un excellent point et qui me concerne également. Trouver un why qui est vraiment le bon, qui est solide, ça se fait pas comme ça. Pour moi, il faut peut-être se faire entourer, travailler en profondeur. C'est compliqué. Il y a de l'expérimentation et nous, vu qu'on est en plus souvent dans un système de croyance où on a l'impression qu'il y a le sentiment d'urgence, qu'il faut faire vite, qu'il faut vite évoluer parce qu'il y aura l'euro numérique et parce qu'en fait on va être pauvre et qu'on va se faire tunnel par le système nanani, on est dans la surproduction et on réfléchit pas à nous-mêmes. Je veux dire, force à nous, on va le payer un jour. Moi, je pense qu'on va le payer un jour. Mais c'est aussi pour ça que des fois, c'est compliqué de trouver son why parce qu'on est tellement dans cette démarche de produire vite par, justement, peur de finir dans notre antivision, qu'on se concentre pas sur l'essentiel et qu'on va dans le mur. Mais on est un peu
tous les entrepreneurs sont concernés dans la enfin pas tous, mais une belle majorité, surtout Je des pense de la jeunes comme majorité, nous, ouais, ouais. ouais, clairement. Hmm. Donc, c'est du domaine du psychologique Ah pour mais toi. complètement, complètement. Tout est qu'humain, hein. Moi, c'est pas mon domaine d'expertise du tout. L'un de mes clients, ça l'est. Mais tout découle de quelque chose. De ce que tu as vécu dans ton enfance, etc. Mais l'humain est vraiment individuel et propre à chacun. Alors, il y a des patterns qui se remarquent, mais tout découle forcément de quelque chose. Donc, si tu entreprends, c'est oui à ton why, mais ton why vient d'une raison. Vient peut-être d'un traumatisme, vient peut-être d'une raison de super fort. Je sais pas, les joueurs foot qui ont toujours voulu être footballeurs. Pourquoi ils ont toujours voulu être footballeurs? Peut-être que c'était pour apporter sérénité dans leur famille. Enfin, il y a plein de, tu vois. Donc, ouais, ouais, l'humain est au cœur du process, ouais. Ok. Si tu devais investir tout ton argent dans une boîte qui, selon toi, surperformerait sur les 10 prochaines années, sur quelle boîte t'investirais vraiment all-in? Aucune idée. On est dans une phase de transition. L'IA prend une place énorme. Il y a même Elon Musk qui parle du salaire universel. Enfin, il faut se poser des questions. Enfin, là, Claude, Claude, il fait notre business à notre place. Enfin, j'ai un pote qui est en train de développer un truc avec Claude pour que ça monte les vidéos tout seul. Donc, en fait, on va être dans une phase de transition. Quelle va être la prochaine monnaie? Quelle va être la prochaine valeur? Est-ce que ça va être l'énergie? Comment on va fonctionner? Est-ce qu'il y aura vraiment du... Comment j'investis dans une boîte alors que je sais vraiment pas dans quoi le monde va être, enfin de quoi le monde va être fait demain. Là, il faut vraiment se comprendre qu'on est dans une phase de transition, que la plupart des métiers liés à l'informatique mais qui ne nécessitent pas un cerveau vont disparaître très vite. De toute façon, tous les gros groupes internationaux là, ils licencient à balle, hein. Ouais, avec l'excuse de c'est pour Ouais, bien l'IA. sûr, parce que maintenant tu as un Mac mini, tu mets OpenClaw et et let's go quoi. T'as gagné de l'argent, donc je sais pas dans quelle boîte tu peux. Bah si, une boîte qui est liée à l'énergie, je dirais. Ouais, une boîte qui soit une boîte liée, soit après je pourrais jamais l'acheter, hein, parce que bon bah j'ai pas plusieurs milliards, tu vois, mais si je devais au moins investir, ça serait soit dans une boîte liée à l'énergie, donc forcément ce qui va permettre d'alimenter les IA demain, soit une boîte d'IA directement, je pense à Anthropic, forcément, on parle de groupe, voilà, mais ouais, c'est tellement flou que je dirais ça ou rien, ou l'armée, hein, vu comment géopolitiquement c'est chaud. C'est Voilà vrai qu'on quoi. peut parler de l'armée aussi, dans le sens où aujourd'hui tout le monde se réarme par rapport à que ce soit l'IA, la mondialisation, certains présidents qui sont un peu turbulents en ce moment. Mais est-ce que tu penses que ça pourrait vraiment aller au bout? Genre au bout des idées qui sont... On peut pas savoir, hein, l'Allemagne vient de voter une loi là pour que tous les hommes de 17 à 45 ans ne peuvent plus quitter le territoire sans autorisation. Je sais pas, hein, forcément, ça part. Enfin, je sais pas si on va aller en guerre, j'en sais rien. Et puis aussi, on a des armées de métier aujourd'hui. Enfin, c'est un débat, tu vois, qui n'a rien à voir, mais factuellement, en tout cas, les pays s'y préparent, qu'on le veuille ou non. C'est factuel. Genre l'Allemagne qui fait en sorte de faire en sorte que les hommes restent sur le territoire Au cas où. au cas où, que tous les budgets dans tous les pays ça augmente, enfin que le budget de l'armement il double, que on est quand même dans un climat assez instable, qu'il y a qui, pour pas citer de base, tu pourras flouter, qui fait que des dingueries. Tu fais ce que tu veux, tu vois, mais enfin ouais, voilà quoi. Forcément, c'est très instable, je pense. Ouais. Est-ce que par rapport au business, tu penses que ça va avoir un impact sur la réalité qu'on va connaître? Mais je pense qu'on est vraiment dans une phase de transition de ouf. Je pense que dans 10 ans, notre monde n'a plus rien à voir, peu importe de comment ça va se faire. Déjà, il y aura les identités numériques. Donc, C'est vrai que ça va changer beaucoup de choses, ça. bah ouais, il y aura une perte de liberté. Donc ça, forcément, il y aura une transition à ce niveau. L'euro numérique, pareil. Donc une monnaie qui sera forcément liée à l'État. Enfin, de toute façon, ça, c'est un mode qui est voué à arriver et qui va changer notre mode de fonctionnement. Donc ça, c'est un point à prendre en compte. Il y a la situation géopolitique avec ce que ça pète et ce que ça pète pas. Il y a les IA qui vont nous faire en sorte, enfin, qu'on va perdre notre travail, en fait. Littéralement, dans 20 ans, on n'existe plus. Enfin, du moins, on sera là, mais pour consommer, pas forcément pour produire de la valeur, parce que l'IA le fera mieux que nous. Donc, ouais, Est-ce que c'est pas une vision un peu dystopique de la suite? potentiellement, maintenant, on est obligé de se poser les questions. Genre, littéralement, l'IA, enfin, si on est factuel, l'IA évolue, les travails disparaissent. Il y a une situation, ça, c'est possiblement dystopique, on ne sait pas, sur la géopolitique mondiale qui est un peu instable. C'est vrai. Et je sais plus quel était le troisième point, mais dystopique potentiellement, factuel. Sur l'aspect factuel, il y a quand même des choses qui sont très claires. Ok, qu'il faut prendre en compte. Ouais, faut prendre en compte. Je suis d'accord, 100%. Pour répondre à la question en vrai, je sais juste pas à quoi notre monde va ressembler, hein. Je dis pas que ça sera mauvais, mais
C'est c'est des projections, ouais. Voilà, c'est ça, ça sera différent du moins. Ouais, c'est intéressant de voir ton point de vue là-dessus. Il y a autre chose que j'aime bien faire lorsque je parle avec une personne, c'est de revenir un petit peu à son enfance, voir ses références, ses modèles, pour Ok. comprendre un peu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Toi, plus jeune, il ressemble à quoi le Maël plus jeune? Quel âge j'ai beaucoup On va changé. dire dans ton enfance, avant 11 ans. Avant 11 ans. Je suis un gars, un vrai passionné d'histoire qui adore se renseigner sur des sujets et qui consomme énormément, énormément, énormément d'informations. En vrai, moi, avant 11 ans, mon kiff, c'était d'apprendre des trucs. En vrai. Tu vois, je commençais aussi à tomber dans les jeux vidéo. Ça, c'est un gros arc de ma vie. De 12 à 16, 15 ans, j'ai eu une giga addiction aux jeux vidéo, mais vraiment vénère. Genre Fortnite, mais vraiment vénère. Je parle d'addiction parce qu'on envisageait l'hôpital psy, tu vois. Ah ouais, à ce Ouais, point. genre vraiment, c'était chaud. Et quand je me revois. Enfin, tu m'enlevais ma manette, je pleurais, je tapais dans les murs, je hurlais. Vraiment un truc cringe. On dirait un héroïnomane qui n'a pas sa dose. C'était un vrai cas d'addiction pour le coup. C'était chaud. Donc il y a eu cette partie-là où là, pour le coup, j'étais juste aspiré par les jeux vidéo, principalement Fortnite. Sinon, là, ouais, avant les jeux vidéo, c'était beaucoup d'informations. Genre, mon passe-temps, il y avait un peu de jeu, tu vois, mais c'était vraiment d'apprendre tout le temps des trucs, d'être curieux, d'écrire des histoires. Ouais, j'étais quelqu'un de curieux, quoi. Est-ce que tu estimes que tu as eu des modèles ou des références, pas forcément business, qui t'ont un peu drivé dans ta vie? Que ce soit vivante, non vivante. J'ai eu un prof au lycée qui a eu cette. Ouais, je trouve qu'on fonctionnait pas mal, enfin, qu'on avait des points communs. Et puis lui, il était pas entrepreneur, mais il avait un très, avant d'être prof, parce il voulait se reconnecter à quelque chose de plus essentiel, mais il avait un gros poste dans une grosse boîte, et moi j'étais en mode putain, cool. En plus, il y avait aussi, moi j'ai toujours fait les mini-entreprises, collège-lycée, il était responsable de la mini-entreprise. Donc, ouais, je me projetais en lui, après un gros modèle. Ça me dit rien. Honnêtement, ça me dit pas grand-chose. Je pense pas que j'ai eu de personnes auxquelles je me suis vraiment identifié. J'étais beaucoup drivé par YouTube, j'évoluais beaucoup dans le YouTube français divertissement. Il y a eu toutes les époques, il y a eu plutôt le YouTube gaming en Minecraft avec des noms qui n'existent plus, des Scythe, enfin des trucs qui n'existent plus, c'était il y a 10 Ouais, ans. je connais ça. C'était exceptionnel, tu vois. Après, il y a eu Fortnite, forcément, il y a eu toute la team Crouton. Enfin, moi, j'étais très dans YouTube, j'étais ce mec un peu nerd qui consommait à mort le YouTube divertissement. Donc, des modèles, je sais pas, en vrai, ouais, Inoxtag, tu vois, un peu mentalité. J'étais très dans YouTube, donc ouais, forcément, il y a l'aspect plus entrepreneurial qui ressort chez lui. Maintenant, je pense que j'ai jamais eu de vrai modèle que j'idolâtrais, tu vois. T'es un enfant d'internet quelque part, on peut dire. Ouais, Enfin, on l'est nous clairement, deux. ça s'envoyait aux jeux vidéo, ça regardait YouTube et voilà quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce que souvent, quand on parle avec des entrepreneurs, on se rend compte que dans leur enfance, il y a toujours cette phase, soit qu'ils aimaient le gaming, soit qu'ils avaient ce truc de j'aime créer des choses Ouais, finalement. ouais, complètement. Et puis forcément, le fait qu'on évolue dans un monde très lié aux réseaux sociaux fait qu'on est plus exposé donc au système de croyance des entrepreneurs. En vrai, il y a énormément de jeunes entrepreneurs, infopreneurs, parce que on a eu toute la série de coachs, tu vois. Xiaomi Denzel, Antoine Blanco, enfin tous ces gens qui ont été très visibles, qui ont rendu l'entrepreneuriat accessible. Ça, c'est un truc que j'ai vu sur un podcast et je ne sais plus qui le disait, mais c'est ouais, est-ce qu'il faut continuer est-ce que les vendeurs de rêves, c'est mal? En vrai, si on n'avait pas eu ces vendeurs de rêves qui peut-être faisaient des promesses un peu inaccessibles, est-ce qu'on se serait lancé? Et encore, enfin, ceux qu'on appelle vendeurs de rêves par rapport à nous, pour nous mettre dans le lot, ils vendaient pas tant de rêves que ça Bah finalement. non, c'est très concret justement, hein. Mais le fait ouais, de voir, tu vois, un mec à 20 ans qui est millionnaire, qui a une Lambo, qui fait ce qu'il veut de sa vie, qui kiffe, qui a un business, qui est chef d'entreprise, qui a des employés, c'est une vision qu'on n'a pas. Enfin, moi, j'avais ma mère qui, encore aujourd'hui, enfin là, ça y est, elle commence à changer, mais qui est en mode, mais tu seras jamais. Déjà, ça, c'est la phrase que j'ai le plus entendue, arrête tes conneries, tu seras jamais riche. Ou le bac, c'est la clé, la fameuse. Les études sans le bac, t'as rien, donc il faut que tu fasses des études supérieures. Moi, j'ai détesté l'école de manière générale. J'ai détesté la partie. Ouais, toute la partie scolaire. Et on m'a toujours dit, t'inquiète, tu vas faire de l'alternance en études sup et là, tu seras heureux. Je fais de l'alternance. J'avais un patron génial, tu vois, mais. Bah non, j'aime pas le salariat, désolé, c'est pas un modèle qui me plaît, tu vois. Et donc, quoi, en vrai, ces vendeurs de rêves nous permettent de nous accrocher à une réalité qui fait plus sens pour nous que ce qui nous était promis de manière naturelle et fluide. Donc, 40 ans de salariat et une retraite. Enfin, bref, voilà hein, ce que, à peu près, on a. Les modèles auxquels notre antivision, tout compte fait, à la plupart des entrepreneurs jeunes, quoi. Non, mais je suis d'accord avec toi dans le sens où le fait d'avoir eu ces modèles, quelque part, on peut dire que c'est des modèles, ça nous a permis aussi de se dire que c'était possible de faire ces choses-là. Et je suis pas sûr que
que 10 ans en arrière, si on n'avait pas eu ces personnes-là de manière visible, C'est il y aurait grave. autant de personnes qui se seraient lancées, quoi. Grave, c'est un débat que j'ai avec ma famille. C'est que nous, c'est beaucoup plus concurrentiel qu'à leur époque, mais on nous montre la voie. Mm. Eux, en vrai, c'était genre, tu sais, ma mère qui a à peu près 50 ans, ouais, il y avait toutes les boîtes à créer, il y avait tout. Mais d'un autre côté, ils avaient une vision beaucoup plus fermée, il y avait moins d'accès à l'information et c'était clair et net, quoi. Genre, tu vas à la fac, et après la fac, tu trouves un travail et c'est comme ça que tu as réussi ta vie, puis tu fais ton pré-IMO et fin, tu vois. On parlait de modèles, j'en ai pas eu. Par contre, le mec qui m'a vraiment fait switch en entrepreneuriat, c'est Louis Esquier, tu vois. Mm. Je regarde plus son contenu, plus tellement son contenu aujourd'hui, mais c'est ce mec qui faisait vraiment jouer sur la peur. Tu vois, dans ses vidéos, il jouait sur notre antivision et c'est comme ça que j'ai eu un peu le déclic. Donc en vrai, merci à lui, tu vois. Mm. Bah, il vient de la génie un peu copywriter avec Ouais, Tugan grave. Barra. J'étais très. Ouais, c'est bon. Écoute, Ouais. j'ai. Alors, attends. Vas-y. Oh, le drame. Attends. Ouais, du coup, il vient un peu de cette génération copywriting avec Tugan Barra Ouais. et d'autres. Moi, j'ai pas forcément connu l'USK, mais j'ai beaucoup suivi Tugan Barra. Ok. J'étais plus jeune et donc je me suis peut-être pas lancé à ce moment-là, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette génération-là. Ça nous implémente un système de croyance. Au début, actuellement, on est tellement. On a tellement été brainwash, pas forcément négativement, mais par cette vision qu'on a du monde, que dans tous les cas, on ne retournerait pas au salariat. Je pense que je préfère gagner un SMIC avec mon business en vrai qu'être salarié à 2 000 € par mois ou 3 000. C'est pour ça. Parce qu'on a été. Et c'est ces gens qui ont fait le taf en vrai. C'est à force de voir tous ces gens réussir et nous implémenter cette croyance de le business, c'est la solution pour la liberté et pour l'argent, que derrière, on en est là, tu vois. Clairement. Ouais, ça nous a même permis, je pense, sur des sujets plus divers, d'aller et voir tout ça. Si on revient un petit peu au contenu, c'est quoi ta vision sur le contenu sur les 5-10 prochaines années, sans prendre en compte l'IA, ou même en prenant en compte l'IA, hein, qu'est-ce qui va vraiment compter à l'avenir, selon toi, pour la création de contenu? Je pense que dans 1 an, ça tourne plus les vidéos pour la plupart des gens. Après, c'est très cyclique. Hein. La création de contenu, surtout dans le milieu de l'entrepreneur/infopreneur français sur Instagram, c'est ultra cyclique. On a eu les vidéos ultra travaillées à la Léo Gross. Juste avant, on avait les vidéos daily vlog. Tout le monde faisait des jours 1, des mini-séries. Ensuite, il y a eu le gros travail aussi, Léo Gross, qui était un peu la tête d'affiche de ça, de faire les vidéos les plus belles, soit le mec le plus remarquable dans ta niche. Ensuite, on a eu donc naturellement l'opposé. On a le raw. On fait à balle, on volume. Et là, avec le nick setting, on cinématise le raw. Donc là, ce qui va arriver, on le voit avec Mathis Clouet, on le voit avec Hans. C'est tous ces gens-là, à mon avis, le prochain arc qu'on va se taper, là, ça va être de faire du raw, enfin créer une sorte de proximité avec l'audience, mais en cinématisant le truc, en ayant des beaux plans quand même, en créant quelque chose d'assez sympa à regarder. Mais ce qui va se passer, c'est que comme à chaque fois, on aura Nick Setting en moteur sur ce modèle et on aura les copieurs. C'est le problème de l'infopreneuriat français, ou de cette niche Insta, de cet écosystème, de ce microcosme, c'est que tout le monde copie tout le monde. L'idée, c'est pas tant de copier la prochaine trend de contenu, c'est d'essayer de l'anticiper. C'est ce que j'essaie de pas mal faire avec mes clients. Mais là, je pense qu'on va se taper au moins 2-3 mois de contenu horizontal avec des liens sur une police fine et des plans stylés dans des appartements à Paris, quoi. En gros. Ouais. Ou des contenus dans la rue, avec des bons plans. Ouais, voilà. Bon, on le voit déjà, hein, ça commence clairement, ça commence à bien arriver. Ouais. Pour la fin, je te laisse finir sur un mot. Tu peux dire ce que tu veux par rapport au contenu ou par rapport au business. Donc, tu es libre de dire ce qui, selon toi, est une chose importante à retenir de tout ça. Il y en a tellement. Ouais, je serais tenté de faire un focus sur l'humain, essayer de dire que tout le monde peut y arriver. Juste essaye de te concentrer sur ta delivery client. Essaye pendant une courte période de moins penser à la Lamborghini et vite fait de penser à ton client, parce que c'est en pensant à ton client, en lui garantissant du résultat, en le gardant sur la longueur, en ayant des recommandations, des témoignages, que tu l'auras plus vite que prévu ta Lamborghini. Et tu seras surtout long-termiste. On ne sait pas comment va évoluer le monde, qu'importe, mais il y a des coachs qui aujourd'hui, je pense, sont en tête d'affiche, qui vont disparaître. Parce que là, c'est vas-y, accompagnement, création de contenu, en j'en sais rien. Et ils font entrer 100 personnes, 200 personnes par mois. Alors en vrai, ils auront de la thune pour la vie, c'est cool. Mais il n'y a tellement pas de résultats qu'en vrai, si tu creuses 2 minutes, tu te rends compte que c'est vide, quoi.
Donc ouais, prioriser peut-être résultat client pour devenir un leader de ton marché, être respecté et donc pouvoir faire de l'argent, logiquement. Parfait. Parfait, merci du coup pour ce mot final. Je vais mettre tous les liens de Maël en description. Vous pourrez le suivre, que ce soit sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux qu'il a. Je mettrai aussi les miens. Dites-moi qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode, les personnes que vous voulez voir sur le prochain, et à la prochaine pour le début de ce podcast.